Bonjour et meilleurs vœux 2016 pour ce premier numéro d'Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde. J'ai à mes côtés Hassan Diop de Radio France Internationale, Joachim Vonkouma du mensuel Enjeux Africains et Martial Bissog de Canal 2 International, un confrère camerounais de passage à Paris. Au sommaire, la République centrafricaine, il aura fallu attendre 8 jours pour connaître les résultats du premier tour de l'élection présidentielle, avec respectivement 23% et 19% des suffrages. Anissé Georges Dolonguélé et Faustin Touadéra, tous deux anciens premiers ministres, se qualifient pour le second tour prévu le 31 janvier. Burkina Faso, élu dès le premier tour avec 53% des suffrages, Roch Marc Christian Kaboré a été investi le 29 décembre dernier. Ancien collaborateur de Blaise Compaoré, le nouveau président incarne malgré tout, aux yeux des Burkinabés, le changement réclamé depuis l'insurrection du 31 octobre 2014. De nombreux défis attendent de nouveaux locataires du palais de Kossiam, qui se dit prêt à les relever avec l'aide de tous. Près de 2 millions de Centrafricains se sont rendus aux urnes pour élire le futur président de la République et les futurs députés. Tout n'a pas été parfait, ont reconnu plusieurs observateurs, mais ce scrutin, dont le taux de participation est de 72%, a révélé l'intérêt des Centrafricains pour ces élections qui devraient marquer un nouveau départ pour ce pays caractérisé par une instabilité chronique depuis son accession à l'indépendance il y a 56 ans. Le reportage de Mélissa Chénam. Premier dépouillement pour un scrutin historique et des attentes nombreuses. Comme ici à Bangui, au lycée Boganda, dans le 4e arrondissement, les Centrafricains ne se sont pas fait prier pour se rendre aux urnes. 225, 226. Nous, on espère un vote transparent et un vote légitime. Si on a voté, on est maintenant libre. Tout le monde est en joie. Plusieurs bureaux de vote ont dû rester ouverts plus tard que l'heure de fermeture initialement prévue à 16h heure locale et quelques problèmes administratifs ont été signalés, mais le scrutin s'est globalement déroulé sans incident, ce qui réjouit aussi bien les électeurs que les candidats. S'il y a un maximum de compatriotes qui trouvent que dans notre programme, il y a des réponses qu'on peut apporter à leur situation, demain, ensemble, dans l'unité et dans l'esprit de réconciliation et de paix et d'engagement vers la paix, cela est positif pour notre pays. Quand on voit les queues un peu partout, on sent que les Centrafricains veulent voter et il faut leur donner l'opportunité de le faire. Les dysfonctionnements sont un peu normaux, mais bon, au fur et à mesure, il faut qu'ils soient corrigés. Selon le réseau des journalistes pour les droits de l'homme en Centrafrique, dans le sud du pays comme dans le nord, et notamment dans la grande ville de Bossangoa, les élections se sont également déroulées dans le calme. Une première victoire pour le pays après des mois de conflits et d'incertitudes. Hassan Diop, un taux de participation très élevé, près de 72%, donc, qui traduit la volonté des Centrafricains de tourner cette page d'une transition qui n'en finissait plus. Oui, effectivement, apparemment, donc, les Centrafricains se sont massivement exprimés au cours de ce premier tour. Le vote doit être respecté, mais il faut tout de même rappeler les cafouillages qui ont caractérisé ces élections au niveau de son organisation par l'ANE qui a été critiquée. On se souvient que l'élection a été retardée de quelques jours, et puis il y a eu ces cafouillages, et puis il y a eu plus grave, des accusations qui portent sur des agents de l'ANE qui sont accusés d'avoir vendu des cartes d'électeurs. Alors bon nombre des 30 candidats contestent ou parlent en tout cas de fraude, dénoncent des fraudes, mais personne évidemment ne veut être désigné comme, ne veut apparaître comme quelqu'un à l'origine d'une crise post-électorale. Donc, la plupart des candidats acceptent ces résultats. Donc, un duo de finalistes plutôt proche de Bozizé, puisque Anissé Dolonguélé est soutenu par le parti de Bozizé. Voilà, est soutenu par le parti de Bozizé. On connaît aussi les relations de proximité entre Touadéra, qui a été pendant 5 ans le Premier ministre de François Bozizé, donc avec le président... Mais qui n'était pas présenté par le parti. Certes, d'accord, mais enfin on connaît leurs relations de proximité. Bref, tout ça pour dire que cette élection peut apparaître pour certains observateurs comme un recul et comme une victoire de François Bozizé, qui est, comme vous le savez, toujours visé par des sanctions internationales et même par des poursuites pénales dans son propre pays. Alors, évidemment, on ne peut... Donc, la finale de cette élection, ça sera une victoire, entre guillemets, d'un certain Bozizé. Donc, espérons que ça ne sera pas non plus un recul dramatique et surtout un frein à une réconciliation, à une reconstruction de ce pays. Joachim Vonkouma, vous partagez l'analyse d'Hassan Diop? Oui, si on veut
juger le scrutin à l'aune des critères habituels qu'on a pour apprécier le fonctionnement d'une élection démocratique, effectivement, il y a effectivement des doutes, des observations à faire. Mais bon, le pays sort d'une crise, d'une longue crise. L'élection a été à plusieurs reprises reportée. Et je pense qu'avec toutes les insuffisances qu'on a constatées, si cette élection peut permettre au pays de retrouver la stabilité et la paix, et il faut quand même savoir qu'il y a près de 800 000 Centrafricains qui sont soit des déplacés, soit des réfugiés au Tchad, dans les pays voisins. Voilà, en RDC ou au Cameroun. Donc il faudrait que tous ces gens puissent revenir une fois que la sécurité est rétablie, que l'administration a commencé à fonctionner, parce que c'est un pays depuis plusieurs années d'ailleurs qui fonctionne très au ralenti. Et si cette élection, avec toutes les insuffisances, peut permettre de ramener la stabilité, la paix, et que les gens retournent au moins au travail, dans les bureaux, on va dire que c'est le moindre mal. Mais on ne va pas demander à la Centrafrique, dans cet état-là, d'organiser des élections aussi correctes qu'au Sénégal ou ailleurs, voilà, ou au Bénin, par exemple. Martial Bissok, que penser des deux candidats du second tour, Dolengele et Faustin Touadéra? Ben déjà, j'allais dire que quand on a touché le fond, on a juste l'obligation de remonter. Et qu'aujourd'hui, quand on regarde Touadéra et Dolengele, on sent que l'un comme l'autre pourrait accéder facilement à la gestion du pays. Surtout le 31 janvier, on saura ce qui va se passer. Mais c'est très dur de renouveler la classe politique en Afrique. Comme Hassan l'a dit, c'est un peu des faucons adoubés par leurs parrains d'hier. Ça ne présente pas de renouveau. Pas de renouveau en tant que tel. Et maintenant, l'urgence pour le prochain président, ce sera justement, évidemment, de repenser la nation centrafricaine qui, depuis 56 ans, n'a jamais eu véritablement le temps de se redessiner ou de se dessiner. Et après, penser aussi à ce que les Centrafricains mangent à leur faim, se soignent et aillent à l'école. Ça fait partie des défis à relever, Hassan Diop. Absolument. De toute façon, ce pays est à reconstruire de A à Z. Oui, c'est un pays qui est complètement fracassé. On a utilisé souvent ce terme ici, et c'est pas un terme outrancier, parce que ce pays n'a jamais existé en tant qu'État depuis son indépendance. Ce pays s'est heurté également à des situations tragicomiques sur le plan politique avec l'empereur Bokassa, cette période qu'on a connue, et à des périodes beaucoup plus dramatiques, marquées par le sang, par des répressions, par des guerres fratricides, et dernière en date, donc 2013. Je voulais juste faire une observation à propos de cette élection. La surprise a été, bien entendu, le score de Touadéra, qui était inattendu, mais l'autre grande surprise, c'est... Candidat indépendant. Candidat indépendant. Voilà. Alors, on dit, oui, qu'il a eu des moyens que d'autres n'ont pas. Alors, d'où viennent ces moyens? C'est à vérifier, bref. Mais l'autre grande surprise, c'est tout de même la position de Martin Ziguélé, le leader du MLPC. Qui pourrait être le faiseur de roi. Qui pourrait être le faiseur de roi, mais enfin, bon, qui aurait aimé être roi, si je puis dire, et qui, effectivement, a échoué en apparence. Alors, bon... Et donc, c'est vrai que c'est surprenant que le leader du MLPC se soit retrouvé en 4e position. Et apparemment, il ne rue pas dans les brancards, en tout cas, a priori. Et donc, probablement qu'il est pour le consensus et pour ne pas, effectivement, ramener ce pays vers ses vieux démons. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire en Centrafrique, de A à Z. Et il y a des dirigeants politiques qui parlent même de mettre ce pays sous tutelle. Jacques Mwankuma, ces élections marquent également la fin d'une longue transition qui a commencé en janvier 2014 et qui a été gérée par Catherine Samba-Panza. Un bilan de cette transition? Bon, le bilan est un peu difficile à faire parce qu'en réalité, elle n'a jamais eu, Mme Samba-Panza n'a jamais eu les moyens de gérer un pays avec une administration qui fonctionne pour lever des impôts, pour collecter toutes les patentes. Le système est complètement désorganisé. Donc, elle a fait avec les moyens du bord, avec l'assistance de la communauté internationale. Il faut quand même savoir que c'est... le pays vit sous... comment dire c'est la Banque africaine du développement, c'est la Banque mondiale, c'est l'Union européenne, ce sont ces organisations, ces instances qui ont permis à la Centrafrique jusqu'à aujourd'hui de fonctionner.
Vous savez que c'est un parfois, pays... cette assistance a pris des tournures d'ingérence. Oui. On a vu quand même des pays, y compris la France, qui est venue au secours du pays, faire de l'ingérence. Oui. On a vu le Congo-Brazzaville faire de l'ingérence, alors que son rôle était d'être médiateur, etc. On a vu le Tchad, quel a été le rôle avant et après. Bref, voilà. Oui. Et que c'est pas toujours de l'assistance de la part de la communauté internationale. C'est toujours le grand débat. Est-ce que celui qui donne l'argent a le droit de regard sur ce qui se passe ou pas? Ça, c'est la grande question. Au-delà même de la gestion financière, est-ce que politiquement, celui qui donne un coup de main financier peut avoir un avis sur le fonctionnement de l'État? Ça, c'est la grande question. Et en Centrafrique, comme Assane Diop le dit, il y a eu beaucoup d'intervenants extérieurs. Et chacun aussi avait sa carte à jouer. Et Mme Samba Panza, en réalité, elle n'a pas eu les moyens d'assumer les fonctions de chef d'État. Alors, au lendemain de cette élection, la Centrafrique est un pays qu'il faudra accompagner. Martial Bissog, comment la communauté internationale peut-elle accompagner ce pays à se relever? Il faudra instaurer la bonne gestion. Déjà, tout le mérite va à Samba Panza, qui est quand même arrivé. C'est pas anodin en Afrique qu'une femme à la tête d'un État déchiqueté puisse tenir. Mais il faudrait déjà que la Centrafrique ne soit pas abandonnée, déjà par ses pairs, par les autres pays africains, par les pays voisins, parce qu'on ne vit pas en vase clos. Et on parlait de pauvreté, mais beaucoup d'argent a circulé pendant cette élection présidentielle. Moi, j'ai vu les cortèges d'Ologele, il y avait des 4x4 rutilants, une trentaine, il a eu des jets privés. Mais le problème, c'est que l'élite doit un peu penser global, penser à la population, parce que beaucoup ne le savent pas, mais il y a beaucoup de trafic en Centrafrique, il y a beaucoup d'argent trafic de diamants notamment en Centrafrique, et quand c'est présenté comme un pays si pauvre, non, c'est les populations qui sont pauvres ou appauvries par un système. Et j'espère que le retour à la légitimité va permettre qu'il y ait une bonne gouvernance, une bonne gestion, avec les moyens qui vont avec. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter à la Centrafrique. Fin de transition également pour le Burkina Faso. Roch Marc Christian Kaboré a été élu dès le premier tour avec 53% des suffrages. Un scrutin salué par tous et qui a révélé la maturité du peuple burkinabé. Je vous propose d'écouter le président du Faso peu après sa prestation de serment. La tâche de la responsabilité d'être président d'un pays est toujours une tâche, même si elle est exaltante, qui est lourde. Et je dois vous dire quand même que nous héritons d'une situation qui n'est pas du tout simple, au plan économique, au plan financier, etc. Donc cela signifie pour nous, c'est des défis qu'il faut relever et nous allons nous engager dans les prochains jours avec le gouvernement à pouvoir relever ces défis-là. Tout est dit, Assane Diop. Oui, tout est dit. Et puis le président, donc, Kaboré, qu'on vient d'entendre, le nouveau chef de l'État démocratiquement élu, selon la formule consacrée, a désigné ce jeudi son tout premier Premier ministre, après un petit cafouillage. Après un couac, quand même, parce qu'une femme avait été annoncée. Voilà, au détriment de la parité et pourquoi pas d'une certaine forme de révolution, finalement, que d'entamer ce nouveau tournant au Burkina Faso avec une femme. Je pense que ça aurait été personnellement un message fort. Cela dit, Marc Kaboré a choisi un financier qui a mené une carrière notamment au sein de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, donc profilé technocrate. D'après les éléments de réaction que j'ai pu lire dans la presse burkinabé, notamment de personnalités politiques ou issues de la société civile, pour l'instant, enfin, chacun dit attendons de voir pour le juger. Donc il n'y a pas de préjugés défavorables. Reste effectivement à relever ces défis que s'est fixé le président burkinabé, des engagements qui tiennent compte également finalement de l'origine de son accession au pouvoir et intimement liés à cette rupture avec le président Blaise Compaoré. Donc voilà, il faut qu'il écoute les jeunes. Donc il y a l'enjeu de donner du travail aux jeunes, 70% de la population burkinabé. Et de ce point de vue-là, le Burkina Faso est un petit laboratoire intéressant, il me semble, de ce boom démographique en Afrique qui exige des réponses. Et ces réponses, c'est du travail, ces réponses, c'est de l'éducation, etc., etc. Et on voit bien qu'on est loin de pouvoir répondre, je dirais, à ces revendications. Enfin, sur le plan institutionnel, je pense que il y a beaucoup de
choses à redresser et c'est la raison pour laquelle le pays va se doter d'une nouvelle constitution, notamment remettre les choses à jour en termes de justice, d'équité, voire de lutte contre la corruption et d'impunité. Alors, parmi les chantiers qui attendent Marc-Christian Kaboré, il y a celui de la justice qui ne sera pas simple. On pense notamment au dossier Sankara et Zongo, et avec ce mandat d'arrêt international qui a été lancé contre le président Blaise Compaoré qui vit en Côte d'Ivoire. C'est une épine dans le pied d'Alassane Ouattara. Absolument. C'est une patate chaude que la transition a laissé dans les mains du président Kaboré, notamment avec le mandat d'arrêt international. Tout de suite, on sait bien que Ouattara, le président ivoirien, ne va pas livrer Blaise Compaoré à la justice. Mais la procédure est lancée. La procédure est lancée, c'est connu, et il y a un niveau d'exigence citoyenne aujourd'hui au Burkina qui fait que le prochain, cette équipe-là ne pourra rien faire pour, si tant est qu'elle avait l'intention de bloquer ou en tout cas de freiner la procédure. Donc, on verra très bien comment ils vont gérer cette affaire. Mais effectivement, comme vous l'indiquez, il y a pas mal de dossiers. L'affaire Norbert Zongo qui n'a pas encore abouti, mais qu'on a relancé. L'affaire Thomas Sankara, où pas mal de chefs militaires sont impliqués, ont été entendus. Mais il y a d'autres dossiers aussi qui sont aussi urgents au-delà des affaires judiciaires. Des dossiers économiques notamment. Oui, économiques, mais je pense que le plus urgent, c'est de restaurer l'autorité de l'État. Si vous allez à Ouagadougou aujourd'hui, dans la rue, vous voyez un incivisme inqualifiable. Ça, le président Roch en est conscient et il l'a dit dans son discours. Il a dit que les incivismes doivent cesser immédiatement et qu'il sait que revenir à la situation normale ne sera pas facile. Il hérite d'une situation qui est complètement chaotique, où il n'y avait pas d'autorité, les gens faisaient pratiquement ce qu'ils voulaient, et ramener les gens dans le droit chemin, ça va pas être facile pour lui. Ça, c'est des dossiers... c'est presque une critique que vous faites à la transition. Absolument. Martial Bissot. C'est la réalité que je décris. Mais quand on parle du Burkina, on a envie de souffler quand même. C'est de l'espoir, c'est de la vie qui renaît, de la vie démocratique. Et c'est un autre visage de la Nouvelle-Afrique. Et c'est la jeunesse, n'oubliez pas, avec l'opération Coup de balai qui a porté cette révolution en marche. Mais maintenant, est-ce que la démocratie peut respirer dans un contexte où les gens ne mangent pas, où il n'y a pas des structures d'un État moderne, où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'infrastructure? Ça sera un autre défi, d'où peut-être l'appel à Kaba, qui est le Premier ministre financier et économiste. Ce n'est pas anodin. Ça veut dire que la priorité, au-delà de la sécurité, c'est d'abord de remettre l'économie à niveau. Hier, le Burkina vivait peut-être des rentes du coton. Aujourd'hui, c'est plus l'attrait minier qui porte là-bas. Et partout où il y a les minerais, vous savez les dangers auxquels on est exposé. Donc, ça serait intéressant de voir comment un président qui est porté par la volonté de tout un peuple... De redresser un pays. Et c'est souvent ça le danger de l'Afrique, où les populations sont totalement déconnectées de l'élite qui dirige parce qu'elle n'est pas adoubée. Alors, à propos de Paul Thiéba, je vous propose d'écouter la réaction de Sédou Ouédraogo de l'Institut Free Africa. Compte tenu du fait qu'il a passé la plupart de son temps dans les administrations financières, je pense qu'il a une pratique administrative. C'est important pour un pays qui est dominé par une administration publique. Et c'est important également pour une administration publique qu'il faudra relancer. Mais les institutions par lesquelles il est passé, en particulier la Banque centrale, la BCEAO, sont des institutions qui ont des orientations politiques qui sont quelque peu discutables. Et à mon sens, il y a des ruptures à introduire dans la politique économique et on va l'attendre sur ces ruptures. Est-ce qu'on sera en mesure de lever davantage de financement pour l'économie? Est-ce qu'on sera en mesure de regarder comment faire en sorte pour que le secteur bancaire soit davantage au service du financement de l'économie privée? C'est des éléments qu'on va regarder dans le concret.
Assane Diop, par la voix de leurs ambassadeurs, la France et la Belgique ont déjà annoncé leur volonté d'accompagner les nouvelles autorités du pays, mais sur le plan économique, vous rappelez que le pays ne partait pas de rien. Non, le pays ne part pas de rien. On peut ne pas être d'accord avec Blaise Compaoré sur le plan politique, etc. Mais il a tout de même... C'est l'un des pays où on investit le plus dans l'économie rurale et le développement donc, de l'essentiel de nos pays sur le plan démographique. Et puis, brièvement, 2 mots à propos donc, des dossiers judiciaires pendant Norbert Zongo, Sankara, etc., etc. Je pense qu'il faut aussi veiller à respecter la séparation des pouvoirs. C'est bien sûr d'origine politique, mais je crois que ce serait une erreur de politiser, de sortir les cadavres de l'armoire et de les politiser inutilement. Alors, à l'origine de la scission du CDP, et en 2014, et cheville ouvrière de la victoire du MPP, il y a un homme, Salif Diallo, qui a été élu président de l'Assemblée nationale, Joachim Nkouma. Oui, c'est ça, Salif Diallo qui a été élu président de l'Assemblée nationale avec 78 voix sur 125. Il y a 127 députés, mais il y a 2 députés presque un plébiscite, Voilà, 2 députés qui sont déjà peut-être dans des affaires judiciaires, donc qui n'étaient pas là le jour de l'élection. Donc il a été élu avec 78. Donc il a fait le bloc dans son camp, y compris les alliés comme l'unique PS de M. Sankara, mais il a bénéficié aussi des voix du CDP. Sinon, il n'aurait pas pu faire les 78. Et aujourd'hui, c'est... comme vous dites, c'est une des personnalités du MPP, du Mouvement du Peuple pour le Progrès. Ancien stratège du CDP et aujourd'hui stratège du MPP. Voilà, donc c'est le pivot autour duquel tourne fonctionne Salif Diallo, stratège toujours. Alors. Voilà. On va dire les choses comme ça. C'est donc le retour du Burkina Faso sur la scène internationale, avec cette élection de Roch Christian Marc Kaboré. Martial Bissok, quelle relation pour le Burkina dans la sous-région? Quelle position pour le Burkina dans la sous-région, notamment quand on pense à la Côte d'Ivoire, où vit en exil l'ancien président de la République? Il n'y a pas que Compaoré qui vit en Côte d'Ivoire. Il y a près de 5 millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. Et le Burkina, c'est un pays majeur dans la sous-région. Donc, il va falloir, comme disait Hassan tout à l'heure, ouvrir les dossiers de justice, ne pas totalement oublier, mais il ne faudrait pas que ça vienne entraver la nouvelle marche du Burkina, qui a intérêt à circuler, à traiter avec confraternité tous les pays qui l'entourent. Et on se réjouit davantage de cette situation parce qu'en Afrique centrale, vous le savez, pour comparaison, les gens ne se parlent pas, les pays sont hermétiques, les gens sont bloqués. Or, l'Afrique de l'Ouest nous présente un nouveau visage, les gens se parlent, les gens savent manger ensemble et c'est un peu ça un atout, charme, et ça va relancer et rebooster l'économie et pas seulement. Jacques Nkouma, vous vouliez ajouter quelque chose? Pour rebondir sur la relation avec la Côte d'Ivoire, c'est une relation obligée. Et le président Kaboré n'a pas le choix, les 2 présidents d'ailleurs, que de trouver un accord, parce que 60% des exportations du Burkina passent par la Côte d'Ivoire. Et comme disait mon confrère, on a des millions de Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, et l'apport de ces Burkinabés est très important. Donc, entre les 2, il faudrait bien trouver le moyen rapidement de normaliser les relations. C'est le même peuple. Voilà, c'est le même plan. Il faut dire que Alassane Ouattara a assisté à l'investiture de Roch Marc Christian Kaboré à Assane Diop. Oui, ce qui veut dire par là que, indiscutablement, les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire doivent être des relations normales, au-delà, évidemment, de problèmes particuliers. Et des aspects politiques. Et d'aspects politiques, voire diplomatiques, voire judiciaires. Tournant autour de la personne de Blaise Compaoré. Voilà, forcément, oui. Avant de vous quitter, un mot, Martial Bissok, sur votre essai « L'Afrique et son cancer du côlon » qui vient de paraître aux éditions La Doxa. Un jeu de mots pour souligner les maux qui minent notre continent. Mais tout est dit dans ce livre avec une question centrale. Pourquoi nous sommes là où les Blancs, les colons, nous ont laissés? Parce qu'on a beau pérorer, mais quand vous allez aujourd'hui en Afrique, vous pouvez faire des photographies et vous les mettez en sépia, vous croyez qu'on n'a pas bougé. Tellement il y a un délitement de la société, il y a une misère accrue, alors qu'à l'opposé, on a une nouvelle population dynamique, intelligente. La jeunesse veut des résultats, veut du travail. On n'a plus envie de voir cette jeunesse mourir entre Lampedusa et Ceuta, alors qu'il
qu'il y a des possibilités aujourd'hui. Nous ne devons plus être le dernier continent où il y a des coups d'État, où il y a les gens qui meurent de faim, dans un continent où coule l'eau et le miel. Donc c'est un livre, c'est un essai, coup de poing, qui sort un peu des schémas traditionnels des amphithéâtres. C'est pas ésotérique, c'est de la réalité, elle est implacable. Il faudrait qu'on se bouge, et pour se bouger, il faut avoir le courage de se regarder droit dans les yeux, et c'est ça aussi notre cancer du côlon. Hassan Diop, un commentaire peut-être? Oui, j'imagine qu'au côlon, évidemment, c'est un jeu de mots pour désigner... voilà. C'est médical, c'est à l'intérieur de pour désigner le toubab d'antan, voilà, de l'époque d'avant les indépendances, oui. Joachim Vonkouma. Je n'ai pas encore eu l'occasion de lire le livre, donc, mais ce sera avec plaisir que je le lirai, et puis je pourrai avoir des échanges avec mon confrère un peu plus tard. Alors en kiosque également, les 2 derniers numéros de magazine que je présente, Enjeux africains, dont vous faites partie de la rédaction, Joachim Vonkouma, et Diva, avec en couverture Sonia Roland, l'ex-Mix France. C'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Hassan Diop de Radio France Internationale, à Joachim Vonkouma du mensuel Enjeux africains, et à vous, Martial Bissoc de Canal 2 International, chaîne privée camerounaise. Merci d'être passé nous voir à Paris. Merci. Vous pouvez revoir cette émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde. Merci de votre fidélité.